Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre d'un Goupil. Et comme vous l'avez vu, on va faire une vidéo de présentation sur le ZV-E10. Donc de présentation parce que je ne l'ai pas et je ne l'aurai certainement pas parce que j'ai le A7S III et il me suffit amplement. Et on va voir aussi que comment dire, ça, ce ZV-E10 a plein de petits problèmes. C'est un appareil photo qui sera quand même assez intéressant, enfin un appareil photo entre guillemets, on va dire, une caméra vidéo qui utilise des objectifs photo assez intéressantes, marketée pour les vlogueurs, je dirais plus des créateurs de contenu, on va dire juniors, ou qui vont rentrer dans la création de contenu. Ce qui est intéressant déjà de base avec le ZV-E10, c'est qu'il est vraiment pas cher du tout, donc on va rentrer là-dedans. Donc comme d'habitude, là je vais aller sur mon ordi, donc je suis sur le R6 mais je suis pas en C-Log 3 comme la dernière fois, et donc on va aller dans cette vidéo. Si vous voulez savoir, c'est du 1080 upscalé parce que la thème mini qui me permet de switcher entre l'appareil photo et l'ordinateur ne peut pas faire au-dessus de ça, donc on va aller tout de suite là-dedans. Donc comme vous voyez, on a le ZV-E10. Un des gros intérêts qu'il va avoir, c'est que c'est le plus petit appareil photo moderne de chez Sony. Il a à peu près le même format que la série des A5000. Et donc en gros, c'est un ZV-1 auquel on aurait ajouté les objectifs interchangeables Sony E avec un capteur APS-C, et c'est déjà là où le bas blesse parce que au final on n'a pas de nouveau capteur, on a le même capteur qu'on aura sur tous les APS-C Sony depuis le A6000, donc c'est un capteur qui est déjà vraiment très vieux, et de base voilà, c'est une caméra marketée pour les vlogueurs. Mais déjà on a des problèmes de rolling shutter qui sont vraiment très très mauvais. Donc en plus d'avoir pas de stabilisation dessus, même si on a la gyroscopique qui est disponible, mais il faudra pour cela ne pas activer de stabilisation sur un objectif ou quoi que ce soit, et aller dans un logiciel qui s'appelle Catalyst Browse, ou sinon on a la stabilisation gyroscopique dessus, sauf qu'on a un crop assez énorme, donc c'est le seul stab qu'on va avoir dessus, et elle n'est pas vraiment très efficace au final, donc c'est quelque chose d'assez dommage. En gros, ce que nous a fait Sony avec cet appareil photo, c'est une pizza, clairement. Donc on va voir ce qu'il y a quand même d'intéressant avec cette pizza. Je dis une pizza parce que usuellement la pizza c'est le plat italien où on met tous les restes dessus, et donc c'est un peu ce qu'est le ZV-10. E10 pardon, au final. Donc on va quand même voir les spécifications qu'il a parce que ça reste quand même quelque chose d'intéressant, et il y a des trucs qu'on ne trouve pas dans la 7S3 qui auraient été intéressants. Donc une des évolutions qu'on va avoir par rapport à d'autres caméras qu'on pouvait avoir, enfin même si on était là-dessus sur le A6400, le A6100 et le A6600, c'est le fait d'avoir le focus 4D, et on est sur un prix qui était un peu plus cher ou équivalent au A6100, et cet appareil photo là, on aura quand même, ça reste un appareil photo, mais on aura quand même tous les profils, donc même si on reste en 4K 8 bits 420, on a quand même le S-Log 3, mais ce sera quand même mieux d'utiliser le S-Log 2. Donc on a tous les profils d'images qu'on connaît chez Sony qui sont intéressants, qui les rendent quelque part plus intéressants par exemple que ce R6 pour filmer. Mais du coup le problème c'est qu'on sera limité en S-Log 2, donc c'est pas le futur de chez Sony, c'est pas ce que peut faire le A7S III et la prochaine génération de ce que pourraient faire les appareils photo Sony, donc c'est déjà un petit problème de ce côté-là. Donc on a le real-time tracking, le 4D Focus, donc on a le Beyond X, donc c'est celui qui est dans tous les APS-C au final de Sony. Comme vous le voyez, on n'a pas de viseur, on va avoir le même style de micro que sur le ZV-1, à savoir qu'on a une capsule protégée par un Dead Cat qui est mieux que d'avoir absolument rien, mais c'est pas non plus la panacée, et ça reste quand même plus intéressant d'avoir soit un micro-cravate ou d'utiliser le XLR-K3M qui a l'air d'être pleinement compatible là-dessus. On verra ça juste après. Voilà, on a tout le petit marketing de base. Donc ce qui est mis en avant, bien évidemment, c'est que contrairement au ZV-1, enfin, oui, on a un plus gros capteur dessus, un arrière-plan accrocheur,
Voilà, donc comme le capteur est plus grand, on aura une profondeur de champ plus petite que ce qu'on avait sur le ZV1. Donc ils se vont beaucoup là-dessus. Hop. Donc ça, bien évidemment, on aura accès à tous les objectifs Sony dessus. Voilà, on a des choses qui sont intéressantes pour les débutants. Hein. Je ne dis pas que tous ceux qui possèdent un A7S3 ou un A7 III trouvent ça intéressant. C'est vraiment des spécifications qui permettent soit d'aller plus vite pour faire certaines choses, soit d'avoir à ne pas régler son appareil photo pour faire rapidement une vidéo. Et il y a ce bouton sur l'appareil photo qui peut vous permettre d'un seul coup de pouvoir directement changer comment dire ça, l'ouverture pour la plus grande, donc avec la profondeur de champ la plus petite. Et du coup, le seul problème que ça aura, c'est que ça va vous donner des vitesses d'obturation qui seront trop élevées. Donc là, par exemple, sur le R6, je suis à 60 images par seconde parce que je suis au 1/24e, enfin, je fais la vidéo à 24 images par seconde, enfin, je suis au 1/60e, voilà. Et du coup, voilà, on a une sensation un peu plus fluide, alors que plus vous augmenterez votre vitesse d'obturation, plus ce sera saccadé, il y aura un aspect un peu robotique et pas forcément très agréable à regarder. Et donc, en fait, dès que vous appuyez sur le bouton, soit vous passez en faible profondeur de champ, donc très grande vitesse d'obturation, donc le mouvement un peu saccadé, et à l'inverse, ça va privilégier la vitesse avec une très grande profondeur de champ. Donc si vous voulez du détail dans toute l'image, ce sera vous aurez les deux options qui seront disponibles, donc ça peut être assez intéressant, même si habituellement on choisit à l'avance ce qu'on va faire et on n'a pas forcément besoin de ça, mais pour les débutants ça pourrait être quelque chose d'assez cool. On a aussi le fait que, contrairement aux autres Sony, on va avoir un bouton qui va servir à passer de photo, vidéo à vidéo ralenti. Donc il y a beaucoup de gens qui trouvent ça intéressant de ne pas avoir à faire le tour de la molette pour pouvoir accéder au mode ralenti. On a le même product focus, en fait, la mise au point sur les produits. Donc en gros, ce que fait l'appareil photo, c'est que dès qu'il voit quelque chose devant, usuellement, par exemple sur le R6, là, il faut que je cache mon visage pour pouvoir faire le focus sur ma main. Voilà, donc souvent on cache avec une main et on montre, c'est pas très élégant, tandis qu'avec le focus de produit, en fait, le ZV-E10 verra que vous avez quelque chose qui est plus en avant dans l'image et il fera le focus dessus. Par contre, si vous voulez faire le point sur votre tête et que vous avez des choses en premier plan, c'est pas le type d'autofocus qu'il faut utiliser. Après, on a aussi le smoothing des visages. Donc en gros, quand ça rend plus... En fait, elle détecte votre visage et ça rend lisse tous les défauts de votre peau. Le problème, c'est que ça agit, ça marche plus ou moins bien selon les circonstances. Si vous avez des rides assez marquées, on voit quand même, ça devient flou derrière, mais des fois ça redevient net et c'est un peu étrange. Et donc il y a 3 réglages là-dessus. Il y a un peu, moyen et élevé, et bien évidemment vous pouvez l'enlever à tout moment. Donc voilà, je vous en ai parlé, on a la stabilisation, mais la stabilisation, en fait la stabilisation est dans les objectifs et on a la stabilisation qu'on a active comme on a sur le Sony A7S3, mais sans avoir de stabilisation de capteur, donc c'est pas aussi efficace que ce qu'on aurait sur le A7S3. Là, ce qu'on voit ici aussi, c'est que, il y a... Alors, c'est bizarre, ça, parce que l'A7S3 ne l'a pas. Enfin, en théorie, il l'a, mais il l'a pas. C'est qu'on a une exposition qui peut prioriser le visage, alors que d'habitude chez Sony, c'est toujours les hautes lumières qui sont priorisées, ou le total de l'image. Donc, des fois, il se peut que votre visage soit sombre, alors que sur le ZV-E10, ça ne vous arrivera pas si vous utilisez le Face Priority. Donc on a bien évidemment le real-time tracking qui est vraiment très intéressant, ça détecte bien les visages et les yeux. Par contre, comme le ZV1, lorsqu'on est à 30 images par seconde en HDMI, on n'a plus accès au focus sur les yeux. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. Et si on utilise le zoom dans l'image,
je sais plus comment il s'appelle déjà, et ben vous perdez tout autofocus sur le visage, donc c'est ce qui sera le plus près. Moi je l'utilise des fois quand je fais le téléobjectif sur le A7S3, mais ce qui est bien c'est que ce qu'on va avoir à la place du, comment dire, du bouton on-off, c'est ce qu'on appelle un zoom rocker, donc en fait un switch qui va vous permettre de soit d'activer certaines optiques, dont l'optique de kit qui est fournie avec le zoom directement, ou ce zoom dans le capteur en plus. Donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant pour pouvoir se filmer assez rapidement ou filmer autre chose assez rapidement. C'est un peu la même fonction qu'il y a sur la FX3 en fait, en gros, pour faire court. Donc ce qu'il va y avoir de bien, c'est qu'il y a les nouvelles transitions comme il y avait sur le A7S3, donc ça c'est cool. Il y a des choses intéressantes, bien évidemment l'écran orientable qui n'est pas tactile dans les menus parce qu'on est encore avec les anciens menus, donc c'est encore une fois un problème, mais les vitesses de transition, comme sur le A7C, vont être traduites de la même façon que sur l'A7S3, donc il y a beaucoup plus de réglages possibles, et ça permet des mises au point beaucoup plus fluides comme c'est annoncé. Ici, on a la poignée, bien évidemment, comme sur le ZV1, qui vous permet de directement enregistrer ou faire des actions, faire des photos. Voilà, mettre en position trépied l'appareil photo. Et donc, bien évidemment, on est sur un capteur de type APS-C. Donc le 1, c'est celui-là. Et donc là, ils disent le 1 pouce, c'est ici, donc le capteur de téléphone, voilà, pour montrer que le ZVE10, c'est vraiment très très bien. Voilà. J'aime bien. Là, il est marqué dans le viseur. Il n'y a pas de viseur dans le dans le ZVE10, et c'est en partie ça qui fait que ça m'intéresse pas du tout. Enfin, déjà, en fait, je donne mon avis après, mais les APS-C, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment évolué. C'est pour ça que j'ai jamais acheté, par exemple, de A6600. Il y a des petits problèmes qu'on verra en plus dans les spécifications. Je ne vais pas pardonner à Sony pour ça, parce que j'en avais parlé dans la vidéo du ZFC, et là on a un peu le même problème avec cet appareil photo là, donc on verra ça juste après. Donc film 4K impressionnant, c'est dommage, ça reste ce que faisait Sony avant, et il semble qu'on ait les mêmes couleurs qu'avant le A7S3, même avant la 7C du coup, puisque la 7C bénéficie quand même des nouvelles couleurs, donc c'est un peu dommage. Voilà, image nette, un faible éclairage, parce qu'on est sur de la APS-C, contrairement à ce qu'on avait, enfin voilà, je vous remets ça, contrairement à ce qu'on avait sur le ZV1. Voilà, on a la capsule ici, un peu spéciale, qui est bien mais pas parfaite. C'est jamais parfait de prendre du son directement dans son appareil photo, mais ça fera le taf. Par contre, en fait, si je dis c'est pas parfait, c'est que ce type de micro, même si c'est bien, ça va quand même prendre les bruits forts comme et lancinants comme les roues, toutes les choses dans le genre. Donc c'est pour ça qu'il faut souvent privilégier un micro-cravate, et c'est pas si cher que ça. Donc voilà. Ok, voilà, il y a la bonnette anti-vent, comme je l'ai dit. Voilà, donc voilà, on a bien, comme c'est indiqué ici, il y a l'interface numérique, contrairement aux autres APS-C, donc c'est une chose intéressante si vous voulez utiliser le XLR-K3M, le ECM B1M, si je me souviens bien, parce qu'il y en a tellement, j'ai le ECM XM1, enfin, donc vous pouvez utiliser ces systèmes-là, qui sont vraiment très intéressants, le ECM B1M est cool. Et donc on a accès au système multi-interface de Sony avec celui-là, alors que pour rappel, il y a très peu d'autres appareils photo qui l'ont, le A7C, le A7S3, le A7R4, le A9 II, me semble-t-il, et le A1. Donc ça fait pas beaucoup d'appareils photo, et c'est quand même bien qu'ils l'aient inclus dans celui-là. Ils n'étaient pas obligés, vu la direction que prenait cet appareil photo. Donc voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, comme c'est indiqué ici, un des autres intérêts de cet appareil photo caméra, c'est que on peut faire directement de la webcam en connectant l'HDMI ou l'USB-C, je sais plus quoi. Mais en tout cas, voilà, l'USB-C, c'est marqué dessus, là, c'est comme le port-salut, on a marqué USB type C, et vous pouvez directement l'utiliser pour vos visio, n'importe quoi, et ça fonctionnera directement comme un périphérique
comment vidéo comme une webcam, donc c'est quelque chose d'intéressant puisque c'est vraiment le mieux qu'on peut avoir en webcam, à part si on utilise du plein format, mais ça sera beaucoup plus simple à utiliser au final que beaucoup d'autres caméras. On peut même du coup utiliser le ECM, BRM dessus ou n'importe quel autre micro-cravate ou quoi que ce soit, et ça bénéficiera du préampli ou de la connexion électronique Sony. Et donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Ça reste quand même assez... et combien il indique là 125, ouais. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur les anciennes batteries de Sony. Hein. Le grip est vraiment très petit. Donc voilà, ils disent qu'il est endurant. Pas tant que ça. Je suis pas sûr qu'il puisse faire les 125 minutes. Voilà. 440 images, donc c'est la norme, normalement 6 pages je pense, mais je sais pas si en vidéo c'est vraiment correct. Donc il y a l'alimentation secteur aussi. Sony fait un chargeur direct qui est plutôt cher, hein. Moi je conseille plutôt, par exemple, vous pouvez prendre ça si c'est vraiment juste pour utiliser ce Sony là, mais si vous voulez plus utiliser d'autres caméras et le Sony, je vous conseille plutôt d'utiliser une batterie en P ou 10 tab. Et après, de le mettre sur secteur, puisqu'on a souvent des prises secteur pour pouvoir la recharger. Voilà. Mais c'est bien de savoir qu'on a l'option d'avoir directement un chargeur, un chargeur. C'est potentiellement un chargeur, mais c'est plus, on est directement sur le secteur. Donc il y a les effets artistiques, on a ça sur tous les appareils photo qui existent. Et donc j'ai déjà fait 16 minutes de vidéo. Donc, ouais. La compatibilité des objectifs, c'est simple. Hein. Comme c'est un APS-C Sony, tous les objectifs série E vont dessus sans aucun problème. Hein, parce que, bien évidemment, les pleins formats, comme ils ont un capteur plus gros, les APS-C auront soit un cercle noir autour, un gros vignettage, puisque le cercle optique sera plus petit que le capteur, ou sinon il faudra être en mode APS-C, et donc ça diminuera votre définition, tandis que là vous pouvez mettre ce que vous voulez, il faudra juste multiplier la focale par 1,5, même les optiques APS-C, pour avoir le millimètre correct. Hein. Après, si vous voulez apprendre d'une autre façon, dans les spécifications des objectifs, il y a toujours l'angle de champ en APS-C et en plein format, notamment chez Sony, et donc je vous conseille plutôt de voir ça pour vraiment avoir les mesures réelles tout le temps sur chaque objectif, plutôt que de vous faire un avis sur du millimètre. Après, c'est vrai que c'est ce qu'on utilise usuellement pour reconnaître des objectifs les uns par rapport aux autres, donc c'est resté. Du coup, on va voir les spécifications techniques maintenant. Voilà, donc ça va être très long. J'espère que je vais essayer d'aller le plus vite possible pour avoir les spécifications que je recherche dedans et vous montrer ce qui ne va pas forcément dans l'appareil photo. Ça reste quand même, je dis ça va pas parce que c'est quand même pas un bond en avant par rapport à la nouvelle technologie de Sony notamment qu'on a dans le A7S3 et un petit peu moins dans le A7C, mais un peu quand même. Donc c'est juste pour dire que même par rapport à la concurrence, ce ne sera pas forcément le meilleur appareil photo, mais il reste vraiment très très peu cher, donc c'est ça qui sera intéressant avec le ZVE10. Donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est juste que pour cette vidéo, je veux vraiment que vous ayez les bonnes informations pour commencer avec ça. C'est moi pour ça d'ailleurs que j'ai jamais acheté d'APS-C Sony, c'est qu'il y a des choses qui manquent, et donc on va voir ça tout de suite. Donc voilà, vous avez la batterie déjà qui est là. Est-ce que je peux me mettre dans le cadre? Voilà. La NPFW50, on a un adaptateur secteur, on n'a pas de chargeur de batterie, me semble-t-il. Voilà. Le problème, c'est qu'on a un USB-A vers USB-C. C'est toujours plus intéressant d'avoir un USB-C. Je ne sais pas pourquoi ils s'entêtent à ne pas vouloir vous le donner, mais voilà. Ou, le mieux, parce qu'ils doivent se dire, ah, mais les gens, ils n'ont pas d'USB-C sur leur, ordi. Le mieux, c'est de mettre, comme j'ai sur mon SSD SanDisk, un USB-C USB-C avec un USB-C vers USB-A. Comme ça, c'est parfait. Au moins, on a la grosse vitesse qu'on peut avoir avec l'USB-C. Parce que c'est ça le problème. Hein. L'USB type A, ça va très lentement, puisque c'est le premier type d'USB qui existait.
plus ou moins, et du coup, si vous mettez l'USB-C dedans, vous ne profitez pas de la vitesse de l'USB-C. Donc c'est un peu dommage de ce côté-là. Dans le kit, vous aurez le 1650, donc c'est cet objectif dont je parlais, c'est lui qui va avoir le zoom électronique que vous pouvez utiliser directement avec le bouton circulaire qui est autour du déclencheur. Et donc voilà, c'est le contenu des deux boîtes. Donc on est sur un objectif, enfin des objectifs type E, un capteur qui est en 3,5, l'historique capteur de 24 millions de pixels. Donc voilà, les trucs de base. On est bien évidemment sur du 6000 par 4000. Donc on a toutes les résolutions. Je ne vais pas toutes vous les montrer. Allez sur le site si vous voulez voir. Les fiches techniques Sony sont vraiment très grandes, donc c'est pour ça que je ne reste pas trop dessus. Donc voilà, on a tous les profils d'image, contrairement à ce qu'on peut avoir par exemple si on a 6100. On peut avoir l'optimiseur de dynamique. Ce qui est intéressant avec l'optimiseur de dynamique, c'est si vous faites du live comme ça, où vous utilisez une console qui vous sert à switcher, moi je conseille pas de mettre comme on peut pas mettre de LUT directement, ou c'est un peu compliqué, moi je mets le profil standard et j'augmente un peu la dynamique via ça, mais sinon je l'utilise pas, mais ça peut servir lorsque vous êtes en live. Donc on a voilà. Format d'enregistrement XAVCS, c'est déjà là où le bas blesse, c'est le format de base compressé H264 de chez Sony en 8 bits 420. Donc voilà, MP4, AVC, H264 comme je l'ai dit. Et donc on sera sur maximum du 100 mégabits par seconde, donc ça fait de la vidéo pas forcément de qualité, mais c'est dû à une raison particulière qui est due au hardware de cet appareil photo. Hop. On a tous les profils, comme j'ai dit. On n'a pas, bien évidemment, le Cinetone là-dessus. Et donc, voilà, on a tous les formats. Bien évidemment, il n'y a pas de DCI dessus. Donc, on a le XAVCS HD et le 4K. Le 4K, c'est de la 4K standard à 16 neuvième. Alors, support, tac, tac, SDHC, voilà. Comme vous le voyez ici, je vais mettre là. Comme vous le voyez là, UHS 1. Et donc, comme je le disais sur le ZFC, c'est pour ça que vous n'aurez jamais de format d'enregistrement extraordinaire. Comptez pas en firmware avoir du HEVC, enfin des choses comme du H265, du XAVC-HS ou du SI ou n'importe quoi. Parce qu'on est encore en UHS 1, donc on est maximum sur une norme V30. Donc voilà, je vous conseillerais là-dessus d'utiliser des cartes V30 pour avoir le minimum requis de 30 M au seconde. Mais du coup, là, vous ne pourrez pas aller très loin parce que tout simplement le lecteur ne lira pas. Enfin, vous pourrez prendre des UHD chaise 2, mais ça ne prendra pas la vitesse complète de la carte. Donc, c'est pas intéressant d'utiliser ça dessus. Et c'est quand même dommage d'avoir fait ça à un seul port de carte et le laisser en UHS 1. Par exemple, le A7C a quand même, malgré ça, son unique port de carte, une UHS 2. Voilà, il y a quand même les mémoristiques. Qui achète des mémoristiques? Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici. Tac, tac, tac. Donc je vais vite voir ce qu'il y a. Mais je pense que je vais rester là-dessus. Donc voilà. Sensibilité de mise au point EV-3. Voilà, la mise au point sera intéressante, mais même s'ils disent que c'est l'autofocus 4D, essayez pas de prendre des trucs trop sombres avec, ça va être un petit peu compliqué. Certes, si vous avez du contraste ou des choses dans le genre, vous arriverez toujours à faire l'autofocus, mais la plupart des appareils photo font mieux aujourd'hui. Ça, c'est la sensibilité qu'avait l'A7 III et qu'ont le A6600, le A6400, le A6100. Pour rappel, bon, c'est quand même mieux que ce que ça paraît ici, parce que là on a EV-3, mais c'est EV-3 à f2, donc contrairement à Canon qui fait ses mesures à f1.2, donc le R6 est à 6.5, mais si on mettait ça on garait un EV.5, donc moins 4.5, mais ça reste pas parfait non plus, donc on a toujours l'AFA, l'AFS, voilà. Donc je vais passer vite là-dessus, moi je conseille toujours l'AFC. Tac,
tac, moniteur. Voilà, on est toujours sur le vieux moniteur, c'est qui est dommage, on a l'écran orientable, mais on a toujours le moniteur à 900 000 points. Comment? Je suis pas du genre à me plaindre de ça, mais c'est vrai que dès que vous arrivez sur un moniteur qui est plus élevé en points, vous allez un peu déchanter. Hein. Le R6, un moniteur un peu moins évolué que celui de la 7S3. Ça m'embête un peu. Je pense que si j'avais par exemple un A7 R3A, je repasserais sur le A7 S3, serait ouh, c'est un peu bizarre. Ah, et d'ailleurs, maintenant, sur le 1, on a un écran avec moins de définition que ceux du R3A et du R4A, donc c'est un peu bizarre. Donc voilà, l'écran, sans être forcément un problème pour moi, c'est pas le plus défini du monde. Donc voilà, comme vous voyez, là, il n'y a pas de viseur. Je regarde un vite fait ce qu'il y a. Donc on a jusqu'à 11 images par seconde en H+. Voilà, donc comme on reste sur un appareil photo avec du hardware assez ancien dessus, alors c'est marqué, voilà, si on prend en RAW, on n'aura pas une rafale exceptionnelle. Oui, JPEG 45 images, ça fait quoi? Ça fait genre ouais, 4-5 secondes de rafale. Donc ce qui va être intéressant, c'est qu'on a quand même une grosse couverture d'autofocus. Hein, parce que pour ceux qui ne savent pas, comment ça dépend beaucoup des appareils photo chez Sony, la couverture de l'autofocus. Le A7S3 a une couverture très élevée, cet appareil photo là aussi, le A7 III aussi. Mais dès qu'on arrive sur la haute définition, comme le A7R3 et A7R4, eh ben, toute une partie du capteur n'est pas couverte par l'autofocus, c'est un peu étrange. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous si vous voulez avoir quelque chose de large lorsque vous filmez. Donc on n'a que des petits, voilà, des petits trucs, mais il y a plein de petites choses à regarder dessus. Voilà, hop, pardon. Imaging Edge, c'est le logiciel qui va vous servir notamment à charger vos photos ou vos vidéos sur votre ordinateur. Ça marche plus ou moins bien. J'ai jamais trop constaté de problème, mais il y a toujours des champs pour râler là-dessus. Donc voilà, hop, pour les fonctionnalités techniques, objectifs. On va quand même regarder les accessoires. Ouais, donc il y a tous les objectifs Sony qui sont bien évidemment comment dire ça, accessibles avec. On a enfin, ça c'est ma liste, pardon. Je sais pas quand tu fais ça. Donc voilà. C'était un peu tout ce que j'avais à dire sur le ZV-E10. Donc moi je suis quand même un peu déçu de l'appareil photo. Pas que je ne lui trouve pas d'utilité, hein, ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant pour les débutants. Mais il n'y a pas vraiment de surprise avec cet appareil photo, caméra, vlogging, plutôt ouais, création de contenu je dirais, puisque pour moi c'est pas vraiment adapté à faire du vlog. Un A7S3 est bien mieux pour faire du vlog. Même un A7C au final, puisqu'on a quand même, comment dire ça, des choses un peu mieux dedans, la stabilisation, même si on peut quand même utiliser le mode actif ou utiliser les données gyroscopiques pour aller dans Catalyst avec l'appareil photo. Le mode actif est quand même comment dire, assez contraignant sur l'appareil photo. Il n'y a pas de mode actif sur le A7C, mais ça reste pour moi une meilleure solution. L'intérêt de l'appareil photo, c'est bien évidemment qu'il est beaucoup moins cher que tous les exemples que j'ai cités avant. C'est pour ça que je le comparais au A6100, il est vraiment moins cher que celui-ci, même si enfin, il est plus ou moins... Il est à peu près au même prix. Il me semble il est à 750 € nu. Ça va être quelque chose d'assez intéressant. Il a les profils colorimétriques que n'a pas le A6100. Le A6100 marche tout le temps en PP off.
Ce qui est un peu dommage, mais celui-ci a un viseur, mais il a quand même le pire viseur qui existe sur tous les appareils photo qui sont aujourd'hui fabriqués. Peut-être le A7 II, mais je suis pas sûr. Donc voilà. Voilà, je suis quand même déçu parce que c'est quand même du vieux hardware Sony un peu recyclé cet appareil photo, enfin recycler des composants pour pouvoir fabriquer cet appareil photo. On est souvent habitué à ça chez Canon. Là, on a quand même un concept derrière, on a des choses comme tout ce qu'apportait le ZV1, comme le focus sur les produits, le fait de pouvoir changer le bokeh assez rapidement. Mais voilà, on reste sur un appareil photo qui plaira pas à ceux qui ont déjà un A7S III, bien évidemment. Enfin, moi, ça m'aurait intéressé d'avoir une caméra d'intérieur que je puisse utiliser tout le temps. Mais devoir revenir à faire du S-Log 2 ou des choses dans le genre, c'est d'ailleurs pour ça, moi, que j'ai pas de A7R4 ou de A7R3. C'est que pour moi, le A7S III est bien mieux pour absolument tout faire, même de la photo, oui, que comment faire de la photo et de la vidéo, être souvent déçu de ce que donne la vidéo. Moi là, je suis vraiment assez content de ce que donne, le A7S III. Et voilà, enfin voilà, c'est ça que je trouve dommage, c'est un peu revenir en arrière. On a la vieille batterie, enfin, même si on a quand même des évolutions qui sont assez intéressantes, on a l'USB-C, ce qu'on n'avait pas, parce que pour rappel, le A6600, encore le vieux USB 2. Donc là, il y a quelque chose quand même d'assez intéressant. On peut s'en servir de webcam, mais ça reste quand même un appareil photo un petit peu niche, un appareil photo qui se vendra très bien, je pense, chez Sony, qui n'aura pas demandé beaucoup d'argent à fabriquer. On a quand même l'écran orientable, on a quand même la lampe télé qui vous permet de savoir si vous filmez. On a des petites choses d'ergonomie qui sont assez intéressantes, mais le principal défaut, c'est bien évidemment ce capteur de 24 millions de pixels qui date du A6000 et qui, pour me répéter, n'est pas vraiment capable de faire du vlog dans le sens où il y a trop de rolling shutter pour que ce soit quelque chose d'assez intéressant. L'autofocus marche de manière très très moyenne en S-Log, donc c'est un petit peu des choses à prendre en considération. Pour le prix, on peut toujours l'acheter et s'en faire une Bcam ou par exemple si vous avez une bonne lumière, ça sera toujours efficace. Et voilà, enfin, c'est pas, au départ, je trouvais que ça pourrait être quelque chose d'intéressant, mais voilà, voilà. Mieux vaut attendre, pour moi, un A7 IV que cet appareil photo, ou ce qui était annoncé, ce qui est dommage, ce qui était annoncé au départ, c'était un APS-C de haut de gamme. Je trouve que ça aurait été quand même plus intéressant que ça, puisqu'il n'y a absolument aucune surprise avec ça, à part avoir des petites fonctions par-ci par-là, qui vous aideront, un petit appareil photo à prendre partout pour filmer. Voilà, ça se vendra, mais est-ce que c'est très intéressant? Moi, je vais vous laisser là-dessus. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je pense que j'ai assez décrit ce que l'appareil photo avait d'intéressant et de pas intéressant. Et donc moi, je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil.